Bonjour Florence, est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Florence Valland, je suis microbiologiste. J'aime bien me dire que je suis finistérienne, même si je suis pas née dans le Finistère, parce que c'est vraiment un terrain de cœur pour moi. Et pour me présenter, il y a quelque chose qui me caractérise, je pense, c'est que je suis vraiment fascinée par la diversité. D'accord, La diversité du monde, du vivant en général, et la diversité microbienne en particulier. Ça me fascine. d'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Alors j'ai un parcours assez classique, un parcours universitaire. J'ai fait la fac de sciences à Rennes. J'ai eu la chance de faire ma thèse à l'INRA à Rennes. Je travaillais sur l'autolyse de bactéries lactiques dans les mentales, D'accord, donc une thèse très appliquée. Et après ma thèse, j'ai digressé un petit peu. Je suis partie dans le monde du privé, dans le monde de l'entreprise, en création d'entreprise, où je suis restée ouais, 4-5 ans, et j'ai eu la chance de pouvoir réintégrer l'INRA en 2006, où j'étais embauchée en tant qu'ingénieure à d'accord. l'INRA de Rennes. Quand tu dis que tu as participé à la création d'entreprise, c'est que quoi, tu faisais du conseil à la création ou tu as construit une entreprise toi-même? Non, en fait, juste après ma thèse, un an après ma thèse, avec un collègue, sur une idée qui nous paraissait originale, on a, on a construit un projet, on a intégré un incubateur d'entreprise qui s'appelait l'incubateur Emergis à l'époque, D'accord. et on avait été lauréat du concours en VAR à l'innovation Ah, avec un procédé particulier. On a déposé un brevet. Et puis, ça a duré 4 ans. Et entre-temps, j'avais vu un concours INRA qui me plaisait beaucoup. d'accord. Et je me suis rendu compte que vraiment, j'étais plus attirée quand même par la recherche publique que par le monde de l'entreprise. Oui, Et donc, j'ai choisi de laisser tomber mon partenaire pour rejoindre l'INRA. d'accord. Et quand tu as rejoint l'INRA, tu es allé dans quel laboratoire à ce moment-là? Et en fait, c'était un concours. Alors, je suis revenue au laboratoire où j'avais fait ma thèse pour travailler dans le cadre d'un projet ANR. D'accord, Avec mon ancienne directrice de thèse. Et entre-temps, il y a un concours qui est sorti pour construire un centre de ressources biologiques. C'était tout nouveau comme concept à l'époque. Et donc, j'ai un peu sauté dessus et j'ai eu la chance d'avoir ce concours. est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un centre de ressources biologiques? Alors, les centres de ressources biologiques sont des centres, des entités dont le rôle est de gérer les ressources biologiques au sens large du terme. Donc ça peut être des cultures végétales, ça peut être des semences animales. Leur rôle, c'est de préserver la diversité. D'accord, Là encore, la diversité, c'est très large. Et c'est de la collecter, de la préserver, de la conserver sur le long terme. Il y a une notion de pérennité, de conservation patrimoniale, mais il y a aussi une notion derrière de la mettre à disposition, de la valoriser, de la mettre à disposition des chercheurs. Et du coup, quand on parle de diversité, parce qu'on est quand même dans un monde où on est sur une diversité où la diversité est décroissante oui. globalement, on entend parler tous les jours à la radio, la biodiversité est décroissante, et les gens pensent spontanément aux ours polaires, aux lions, grands fauves en Afrique et tout ça, mais ça touche aussi la diversité microbienne et bactérienne. Et là, en l'occurrence, c'est un CRB qui est dédié à préserver la biodiversité microbienne. D'accord. Et donc, tu as rejoint, tu as créé ce centre-là, puisque tu as été recruté pour le créer. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est quand il y a eu une pression, il y a eu un constat de l'INRA qui a été fait, c'est que finalement, pour faire une recherche de haut niveau, il faut avoir du matériel biologique bien caractérisé Oui, et adosser une expertise forte. Et en parallèle, il y avait une pression assez forte, notamment des directives OCDE qui étaient sorties sur la gestion des ressources biologiques. C'est-à-dire que finalement, on s'est rendu compte que les ressources biologiques en tant que telles, elles avaient une valeur intrinsèque, un potentiel de valorisation. Et donc, il y a eu des prescriptions OCDE fortes pour créer des centres de ressources biologiques, en fait, pour gérer cette ressource de façon professionnelle,
en garantissant à côté un certain degré de critères de qualité et de gestion des données associées. D'accord. Et donc, suite à ça, l'INRA à l'époque, c'était pas encore l'INRAE, et plus particulièrement le département MICA, a eu une super chouette initiative, a décidé de finalement préserver la diversité microbienne du département au sein d'un centre, d'une entité qui était au départ, qui est toujours un groupement d'intérêt scientifique, un GIS, le CIRM, pour Centre international de ressources microbiennes. En fait, quand ils ont créé quand le département MICA a créé le CIRM, il a décliné, le GIS s'est décliné en plusieurs collections, une dédiée aux champignons filamenteux à Marseille, une dédiée aux bactéries pathogènes de la chaîne alimentaire à Tours, à l'INRAE de Tours, une aux levures à l'époque qui était à Michaelis, Grignon, ouais. ouais, à Michaelis, une à Rennes sur les bactéries d'intérêt alimentaire. Alors, il y avait déjà dans les laboratoires des collections d'intérêt, mais c'était pas du tout structuré. Et quand j'ai été recrutée, l'idée c'était de structurer de A jusqu'à Z. Il y avait pas de labo dédié, il n'y avait pas de structure, il y avait pas de procédure spécifique. C'était pas certifié parce qu'un des prérequis de le CDE, c'était que les CRB soient certifiés selon un référentiel qualité ISO à l'époque. Donc il y avait rien, c'était une coquille vide en fait. Et donc quand je suis arrivée à Rennes, on m'a dit bah voilà, il y a potentiellement ces vieux labos que tu peux récupérer, mais il n'y avait pas d'équipement, il n'y avait pas de structure, il n'y avait pas de système qualité, il n'y avait absolument rien. D'accord. Et j'ai commencé toute seule et j'ai eu la chance il y a eu des recrutements qui ont suivi et on a tout monté en fait. Voilà. Et tu continues à faire une partie de ton activité dans ce domaine-là pour l'instant. Enfin, maintenant. Et je suis au jour d'aujourd'hui, toujours responsable de ce CIRMBA. Alors ça a beaucoup évolué entre le moment où il a été créé, le moment où j'ai été recrutée en 2007 et aujourd'hui. Ça s'est mis en place petit à petit. Il y a eu un gros travail de communication parce que ça parlait pas du tout aux gens, les centres de ressources biologiques. Et puis d'un seul coup, là où d'habitude les gens s'échangeaient les ressources, les souches de la main à la main, d'un labo à l'autre, ils ont vu quelque part un cadre s'installer, et quelque chose d'assez qui leur a paru, je pense, spontanément très contraignant, parce qu'on a commencé par leur dire vous pouvez plus vous échanger les ressources comme ça. Oui. Il faut formaliser tout ça. Et puis peut-être ce que j'oublie de dire, hein, quelque chose de très important, c'est qu'il y a eu vraiment un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'en 92, il y avait eu la Convention sur la biodiversité, préservation de la biodiversité, la Convention de Rio en 1992, où vraiment on a pris conscience qu'il fallait gérer cette biodiversité au sens large du terme de façon un peu plus cadrée pour la préserver, pour la protéger. Et en 2010, il y a eu le protocole de Nagoya, ratifié seulement en 2014, et qui visait justement à encore plus structurer finalement la protection de cette diversité et puis s'assurer que quand on utilisait une ressource et quand l'utilisation de cette ressource générait un profit, et ben que ce profit soit équitablement partagé entre le détenteur de la ressource et l'utilisateur de la ressource. Donc tout ça, tout ça, c'est arrivé un petit peu ensemble. Donc cette prise en compte du potentiel d'innovation de ces ressources par le département MICA, de ces ressources microbiennes, les directives OCDE, un changement de paradigme sur comment on gère la biodiversité avec un cadre assez structurant avec d'abord le protocole de Nagoya et puis, d'abord la Convention de Rio et le protocole de Nagoya. Donc tout ça a fait que petit à petit, il y a il y a un tissu qui s'est construit, une prise de conscience, mais du coup, donc ça, nous, notre rôle en tant que CRB, c'était de poser les briques et puis d'essayer d'articuler tout ça de façon cohérente. Mais du coup, c'est vrai qu'au départ, ça a été assez compliqué par rapport aux chercheurs avec qui on interagissait, de leur faire comprendre qu'on ne pouvait pas faire comme avant, Oui. qu'avant c'était fini et que maintenant on ne pouvait plus gérer les ressources tout à fait de la même façon et que ce qui pouvait leur paraître assez contraignant au départ, c'était peut-être un bien finalement. Ça a pris vachement de temps. Oui. Maintenant, c'est vrai que c'est assez accepté que tous les rôles des CIR, de ce qu'ils peuvent apporter, notamment en termes de fiabilité.
Franchement, je dirais que ça commence tout juste à être accepté. Enfin, franchement, ça fait depuis 2007, hein, ça fait combien, 12 ans? Non, plus Mhm. que ça. Ouais, ça fait un certain temps et j'ai l'impression, enfin, les premières années, pas moi toute seule, hein, chaque responsable de CIRM passait son temps à essayer d'aller communiquer, d'aller dans les colloques, dans les congrès, dans les réunions de département pour communiquer, expliquer pourquoi on faisait ça, pourquoi on structurait, pourquoi on demandait une contrepartie financière quand on diffusait des ressources. Et j'ai l'impression que ça commence tout juste maintenant à bouger. Par exemple, il y a des choses qui nous ont beaucoup aidés aussi, c'est que par exemple maintenant au niveau de l'ANR, Oui, le protocole de Nagoya est pris en compte. C'est-à-dire que, mais c'est assez récent finalement, ça c'est entre le moment où le protocole de Nagoya s'est passé en 2010, le moment où il a été ratifié en 2014 et le moment où l'ANR sur ses appels à projets a dit bah, quand vous utilisez des ressources biologiques, vous devez vous assurer qu'elles respectent le cadre de la loi Nagoya, ça s'appelle l'APA, hein, pour accès au partage des avantages. Ça, c'est arrivé, c'est assez récent, c'est je dirais 2016-2017, pour que ce soit vraiment formalisé. oui, Donc ça prend, c'est des processus longs, d'évolution longue, parce qu'il faut faire bouger les mentalités. oui. Mais je vois que nous, dans nos laboratoires, on commence à en parler systématiquement depuis 2 ans du protocole Nagoya, Ouais. vraiment de le prendre en compte à chaque expérimentation. Ouais, mais depuis 2 ans, on est en 2022 Oui, et le protocole de Nagoya, Nagoya, c'était en c'était... 2010. Oui, Ouais, donc c'est pour ça que je dis ça a pris du temps. oui, oui. Et pour rester un peu sur ton activité au CIRM, comment le CIRM va collaborer avec des chercheurs? Donc là, tu disais que c'est un centre de ressources, donc il peut prêter des souches, mais comment ça se passe, la collaboration? Par exemple, qu'est-ce que viennent chercher chez vous les chercheurs et qu'est-ce que vous leur apportez Alors, nous, en tant que tel, en tant qu'entité SIAM, hein, j'ai parlé pour le SIAM BIA, mais c'est vrai à peu près pour tous les SIAM, c'est des structures assez petites, hein, on est de l'ordre entre 2 et 4 ETP par SIAM. Donc, grosso modo, c'est structuré à peu près toujours de la même façon. Il y a un ingénieur et puis des techniciens ou assistants ingénieurs qui s'occupe des ressources. Donc, on n'a pas, je ne crois pas qu'on ait de centre de CIRM dans lequel on est vraiment des chercheurs, des scientifiques au sens strict du Ouais, terme, des chargés de recherche. Pour autant, on s'adosse à des expertises, enfin, on travaille avec des chercheurs dans les labos dans lesquels on est, dans lesquels on est hébergé. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est un premier levier de collaboration de recherche. Et après, on a, en fonction des siens, on a une activité de recherche sous forme soit de collaboration de recherche, donc ça peut être participer ou porter des projets de type ANR, des participations à des projets européens, des projets propres sur des financements, par exemple, régionaux ou ANR. Donc, on a des projets propres, CIRM, sur oui, vraiment des thématiques CIRM qui sont généralement en lien avec la caractérisation des ressources ou des écosystèmes dans lesquels ces ressources sont impliquées. Et puis, on a des collaborations de recherche. Par exemple, dans l'ANR, il y a eu une ANR qui était portée par Delphine Sicard, l'ANR Bacri, sur les levains de panification, Delphine nous avait contacté pour la partie bactéries, pour prendre en charge les bactéries qui seraient isolées dans le cadre de ce projet-là. Donc ça, c'est par exemple un exemple de collaboration avec d'autres labos. Et c'est ça qui est, enfin moi qui m'éclate, c'est que moi je travaille au sein de l'UMR STLO sur ces technologies du lait et de l'œuf. Je travaille sur des bactéries d'intérêt alimentaire, donc STLO, je devrais travailler sur les bactéries quelque part qui sont aptes à faire des oui. produits laitiers fermentés. Mais justement, par le biais de ces collaborations, eh ben, j'ai pu être amenée à travailler sur les levains de panification avec Delphine, avec Delphine Sicard, sur les mous de raisin avec Jean-Luc Legras, sur des algues fermentées avec d'autres partenaires, sur les légumes lacto-fermentés, alors que je suis dans une UMR qui est dédiée au lait. Donc c'est ça qui est assez chouette, c'est par le biais de ce partenariat de recherche. Ce qu'ils viennent chercher, en fait, parce que je réponds pas à ta question, ce qu'ils viennent chercher, c'est euh, soit les ressources qu'on héberge, donc des bactéries qui sont toutes de près ou de loin associées à des aliments fermentés, Oui. l'expertise par rapport à ces bactéries, ces taxons spécifiques. Alors l'expertise soit de caractérisation, soit de conservation.
Voilà, c'est essentiellement ça, je pense. D'accord. Et aussi un autre point, c'est que du coup, comme on est amené à manipuler beaucoup de souches en même temps, on a des outils de criblage au débit. Et ça, c'est aussi beaucoup ça qui peut intéresser des partenaires, c'est la capacité pour une fonctionnalité donnée de cribler beaucoup de souches en parallèle. D'accord. Euh, et donc là, tu as cité des collaborations avec des laboratoires publics. Est-ce que vous avez aussi des collaborations avec des entreprises privées qui travailleraient dans le monde du vivant, ou c'est principalement public? Non, c'est, j'irais moitié-moitié. D'accord. Moitié-moitié, mais ça, c'est vraiment propre au type de ressources que j'héberge. Comme j'héberge des bactéries d'intérêt alimentaire, on est essentiellement, l'application principale, c'est des ferments. Oui. Et qui dit ferment dit forcément industriel. Donc on travaille beaucoup des deux côtés, soit avec des producteurs de ferments en amont, soit avec des producteurs de produits fermentés qui mettent en œuvre ces ferments. Donc on travaille beaucoup avec les deux, soit pour cribler certaines fonctionnalités de souche, soit pour caractériser les écosystèmes. D'accord. Je me pose aussi une question, c'est que tu en parlais au début, qu'en plus de stocker les organismes biologiques eux-mêmes, tu disais aussi que vous aviez toutes les informations qui vont avec. Donc je suppose que vous êtes il y a une base de données en parallèle? Ouais, 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 les données, c'est vraiment clé parce qu'en fait, les gens pensent spontanément, quand on leur dit préserver des ressources, ils imaginent, je sais pas, il y a une espèce de coffre-fort ou de bibliothèque où on a toutes les ressources. Mais ce qui fait la valeur intrinsèque d'une ressource biologique, hein, je pense, et c'est vrai quelle que soit la ressource, il y a la ressource en tant que telle, mais il y a aussi les données. Si Oui. j'ai une ressource mais que j'ai pas de données qui la concernent, de données de caractérisation, d'identification, de savoir d'où elle vient précisément, finalement, elle a assez peu de valeur en tant que telle, et en plus, je ne pourrais pas la valoriser parce que je n'aurais pas les infos nécessaires pour pouvoir la valoriser, compte tenu des nouvelles réglementations. Donc c'est super important les données, et ça peut vite... Enfin, il y a un besoin de traçabilité qui est très fort et qui est énorme. Donc les bases de données, elles jouent vraiment un rôle pivot dans nos organisations. Et quand on a commencé ce travail-là, en 2000, quand le CIRM a été créé, on essayait de bricoler tous avec des bases de données maison et tout ça. Et là, c'est pareil, il y a eu une professionnalisation des bases de données. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir travailler avec des bases de données vraiment métiers, Oui. CRB, dont on s'est tous équipés. Alors c'est un coût, mais c'est vraiment un gain de temps, une sécurisation des données et une sécurisation de la traçabilité. Enfin, ça facilite aussi énormément tout ce qui est associé à la traçabilité des ressources. D'accord. Bah, justement, tu as abordé la notion des coûts. Ça m'intéresse parce que tu disais que tu faisais payer, enfin pas toi, mais que vous faisiez payer une prestation aux gens qui travaillent avec vous dans le secteur public. Et c'est ça votre principale ressource financière? Ou vous avez aussi des financements type ANR, des financements des départements? Tu as parlé du département du CAR. Comment vous arrivez à maintenir tout ça? Alors en fait, il y a un gros travail parce que je t'ai parlé du CRB CIRB, mais il y avait eu anciennement des projets nationaux. Il y a eu un gros projet qui s'appelait. Alors il y a eu un projet européen, le projet Embarque sur les collections de ressources biologiques, de ressources microbiennes, pardon. Et il y a eu un projet Biobanque au niveau national qui a intégré les centres de ressources biologiques de micro-organismes et puis les biobanques humaines. Et donc, on avait fait un travail en se disant, on va tous ensemble se réunir autour de la table. Combien ça coûte de mettre une ressource en collection? Oui, Grosso modo, on a fait tout ce calcul, alors, à la fois sur des échantillons de tissus humains, sur des micro-organismes de classe 3 de l'Institut Pasteur, sur des bactéries d'intérêt alimentaire, sur des champignons, finalement, une grande diversité de ressources. Et on est grosso modo tous arrivés à peu près au même coût. Le coût de mise en collection d'une ressource, c'est, on va dire, entre compte tenu de la diversité des ressources, c'est une fourchette assez large, mais on va dire que c'est grosso modo entre 800 et 1200 euros pour une souche. Et quand par on an ou diffuse de façon définitive? le coût global, Le pour coût la mettre global. en collection, D'accord. donc pour l'avoir isolée, l'avoir caractérisée, et puis l'avoir mise en collection et la conserver. Et quand on diffuse une ressource, alors je dis pas qu'on vend une souche, j'aime pas ce terme-là, je dis qu'on demande des frais de mise à disposition. Ouais. Et donc, coût de mise en collection entre 800 et 1200 euros, allez, on va dire 1000 euros à la louche. Quand on met à disposition une ressource, on demande 70 euros
un partenaire académique. Oui, Autant dire que ça ne couvre absolument pas le coût global de la mise en collection de la ressource, sachant que par exemple sur 4000 souches que j'ai en collection, j'en ai peut-être 2 tiers que je vais jamais diffuser. d'accord, Donc oui. c'est pas quand les frais de mise à disposition des souches, c'est pas ça qui nous permet de vivre. Ce qui nous permet de vivre, c'est le support très très fort du département MICA qui paye la structure et nos salaires. C'est les labos d'accueil qui nous donnent les locaux et puis aussi des moyens matériels et humains. Et puis à côté de ça, ce qui nous fait vivre, eh ben, on a, c'est les projets de recherche finalement, c'est les partenariats de recherche. C'est pour ça D'accord. que c'est important aussi pour nous d'avoir des partenariats de recherche parce que c'est des ressources ANR, des ressources régionales. En tout cas pour le CIRMEIA, c'est comme ça. Donc c'est en répondant à différents appels à projets que j'arrive à financer. Mais clairement, il y a une grosse réflexion qui est faite justement sur la soutenabilité économique des CRB. Il y a au niveau INRAE national, donc il y a la Commission nationale des outils collectifs, hein, la CNOC, et puis maintenant il y a DISC. Il y a le CRB, l'infrastructure de recherche, enfin l'infrastructure rare. Je ne sais pas si ça va, donc ce Oui, regroupement de tous les CRB INRAE, parce qu'il y a les micro-organismes, mais pas que. Et donc, on a des groupes de travail dessus, justement, sur le modèle économique des CRB, sur la soutenabilité économique, parce que c'est vraiment, c'est un problème crucial et récurrent. Pour le moment, on vit parce qu'on a des entités publiques qui nous soutiennent, mais clairement, tout seul, on ne serait pas soutenable économiquement. très bien. Euh, Toujours dans ces notions-là de durabilité de ces structures, comme tu le disais, on est dans une période où la biodiversité chute de façon drastique dans tous les domaines. Est-ce que par exemple, est-ce que dans une de vos collections, par exemple, il y a des espèces qu'on ne retrouve déjà plus dans la nature? Et dans ces cas-là, on va avoir en plus un rôle assez historique. Est-ce que c'est déjà le cas ou pas encore? Alors, je suis pas capable de donner des noms d'espèces comme Oui, ça. Euh, je suis pas en capacité de parce que la taxonomie elle évolue très très vite et, et donc c'est pas toujours facile de faire des parallèles. Mais par contre, clairement, dans nos fonds de collection, on a par exemple des souches. J'ai récupéré un fonds de collection qui s'appelait la collection CNRZ, qui était collection nationale d'intérêt zootechnique, je crois que c'est ça. Et donc, parmi ces souches-là, il y a des souches qui ont été isolées dans les années 1960. d'accord. Donc, les très anciennes souches qui ont été isolées, identifiées et lyophilisées. Donc j'ai toujours ces ampoules-là, elles sont toujours fiables. Et typiquement, c'est des souches qui ont été isolées, par exemple, avant le recours à l'emploi systématique d'antibiotiques. Ah oui, Et on d'accord. sait qu'au sein d'une espèce donnée, les souches évoluent. Donc ça peut être intéressant. Donc c'est plus en termes de souches. Au niveau espèce, je suis pas capable de répondre à ta question. Mais on a des souches isolées il y a très très longtemps qui n'ont pas forcément les mêmes parcours. Donc ça, c'est intéressant au niveau de la phylogénie Oui, des espèces, d'avoir accès à ces ressources-là. d'accord. Quand je dis qu'il y a une baisse de la diversité, si je prends par exemple le cas du lait, parce que évolution des pratiques agroalimentaires, parce que augmentation des pratiques, enfin, c'est très bien d'avoir augmenté l'hygiène dans les fermes et au niveau de la traite, mais du coup on a réduit les flores négatives, mais on a aussi réduit les flores positives et notamment les fleurs lactiques. Et par exemple, dans les laits, maintenant, dans les laits, on parle de lait, en tout cas en France, on parle de lait paucimicrobien parce qu'on est à un niveau euh, très bas de bactéries totales, dont les bactéries lactiques. Et du coup, avec ces laits crus, on a du mal à faire des fromages au lait cru sans avoir besoin de les réensemencer. D'accord. Donc il y a quand même une baisse globale de la diversité. Mais je ne peux pas la mettre en lien avec Oui, des espèces en face. d'accord. Merci. Euh, Est-ce qu'en plus de cette activité au CIRM, tu portes toi-même des projets de recherche et si oui, dans quel domaine? Des projets de recherche propres au CIRM Ah, où je propre travaille. à toi. Oui, il y a un projet que j'aime beaucoup qui me tient à cœur, c'est le projet Flame Oui, sur la fermentation des légumes.
Donc c'est un projet, c'est un financement régional. Et c'est un projet dont je suis la responsable scientifique. Je suis pas toute seule, hein, je suis aidée par des super chouettes collègues, Anne Thierry et Laurent Marché notamment, mais c'est un projet qui est vraiment spécifique au CIRMBEA et en sciences participatives. Donc il y a de l'ordre de 30, je crois qu'on est 30 ou 35 partenaires différents sur ce projet-là Ouais. et qui vise à caractériser la diversité microbienne associée aux légumes lactofermentés. C'est une grande tendance sur le fait maison de faire soi-même ces légumes lactofermentés. Et le projet vise donc à faire un état des lieux de la diversité bactérienne et à regarder justement sur ces pratiques domestiques si c'est complètement safe, complètement sécure, si on ne trouve pas de pathogènes, etc. Et donc du coup, on a constitué une communauté qu'on a appelée des citoyens fermenteurs, Ouais. qu'on a associés à notre démarche de recherche. Donc on les a sollicités pour répondre à des enquêtes sur leurs pratiques de consommation, leurs pratiques de production. Un certain nombre d'entre eux, à peu près une centaine, nous ont fourni des échantillons pour les analyser, pour faire le panorama de la diversité microbienne. Et avec eux, on a construit, au regard des résultats qu'on a obtenus, on les a sollicités et on a construit un, un volet expérimental pour aller, au regard des résultats obtenus sur les échantillons, on a construit une question pour étudier l'incidence de certaines modalités de fabrication sur l'écosystème de ces produits-là. D'accord. Et est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Parce que moi, je connais que de nom les produits lacto fermentés. Le plus emblématique, c'est la choucroute en France. Ah Donc oui, d'accord. voilà, c'est un légume lacto-fermenté. Certains pickles. Et c'est vrai que dans les légumes lacto-fermentés, en France, c'est assez peu connu. C'est réservé plus à des, je dirais, un cercle assez restreint. Ça commence à se diffuser, à se vendre dans les biocoop, mais ça reste quand même un petit marché de niche, alors que dans les pays de l'Est, c'est quelque chose qui est très très usité. Dans toutes les maisons transforment leurs légumes en légumes lacto-fermentés. Et en Asie aussi avec le kimchi. Oui, Donc on pense, c'est un chou, enfin c'est un chou fermenté, pas que, parce qu'il y a des kimchi de radis, il y a à peu près une trentaine de légumes qui sont transformés sous forme de kimchi en Asie. Donc c'est parmi les plus connus. d'accord. Et donc, vous avez donc les citoyens fermenteurs, c'est ça? C'est ça que tu avais dit? Ouais, Et donc, ouais, ils les font ça citoyens. chez eux, ils notent comment ils travaillent, comment ils font, ils renouvellent leur milieu, comment ils le consomment, et ils vous envoient les Alors échantillons biologiques et vous faites le lien entre tout ça, c'est ça? c'est à peu près ça. D'accord. C'est à peu près comme ça. C'est pas dans cette séquence-là, c'est-à-dire qu'on leur a demandé d'abord quel type de légumes ils transformaient, sachant qu'on peut à peu près lacto-fermenter tout type de légumes. Donc on a reçu des échantillons qui mettaient en œuvre près d'une trentaine de légumes différents. D'accord. Donc on a fait des enquêtes sur qu'est-ce qu'ils transformaient et puis on a essayé de regrouper des échantillons les plus divers possibles. Donc on a sélectionné sur les 250, on en a sélectionné une centaine pour nous envoyer les échantillons. Et quand ils ont envoyé les échantillons, ils nous ont envoyé en parallèle vraiment la recette très détaillée, comment ils avaient fait, à quel âge ils avaient prélevé l'échantillon, etc., etc. Pour que nous, derrière, on puisse essayer de établir des corrélations. D'accord. Et imaginons que je fasse ça chez moi et est-ce que c'est possible de participer maintenant à cette étude, de vous envoyer des choses, ou c'était un truc cadré Non, dans le temps? non, non, c'était cadré dans le temps, donc la première phase, elle est finie. Et là, on est sur la deuxième phase où on fait des fabrications contrôlées pour regarder l'incidence de certains facteurs. Et ce sont ces facteurs-là qu'on a choisis collectivement D'accord. avec les partenaires du projet, mais en associant aussi les citoyens fermenteurs à la réflexion et à la construction de l'expérimentation, D'accord, de la oui. phase 2. C'est très intéressant et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, des projets de recherche avec les citoyens. Par exemple, l'un des projets les plus connus, c'est celui autour d'éthique, où on demande, CITIC, ouais, c'est un voilà, joli projet, ouais. où on demande de Ouais. signaler l'éthique à chaque fois qu'il y a des rencontres sur une application, des choses comme ça. C'est quelque chose que tu fais beaucoup ou c'était qui fait partie de ta recherche au jour ou là c'était un projet comme ça? Non, en fait,
J'ai mis le pied dedans, j'ai parlé tout à l'heure de l'Ainer Bakery, j'ai mis le pied dedans un petit peu avec Delphine Sicard parce que son projet Ainer Bakery sur les levains de panification était fait en sciences participatives, c'est-à-dire en associant des paysans boulangers bio. Donc déjà, ça m'avait assez fascinée parce que je trouve que ça ancre, enfin moi j'aime bien ça, c'est vraiment une recherche qui est ancrée au cœur des préoccupations de petits producteurs, de citoyens, donc ça fait écho pour moi, ça fait sens. Et c'est comme ça qu'on a commencé quand on a voulu faire ce projet sur les légumes fermentés. C'est comme ça qu'on a voulu le réfléchir et finalement, ça nous a paru très vite évident que comme c'était pour qualifier des productions qui étaient essentiellement domestiques, Mhm. ça nous a paru évident qu'il fallait le faire avec les citoyens. Ça n'aurait pas eu de sens de travailler, de mon point de vue, avec des petits producteurs de légumes lacto-fermentés. Ce qui était intéressant, c'était de voir au niveau, à l'échelle domestique, enfin à l'échelle globale, ce qui se passait. C'est comme ça que on a été un peu spontanément vers les recherches en sciences. Enfin, il y a plein de noms maintenant, recherche, action participative, sciences participatives. Mais c'est comme ça qu'on a construit ce projet-là. Donc il y a eu le projet Flag. Et puis il y a aussi un projet sur lequel j'ai travaillé avec un doctorant, Lucas Van Gastro, sur le gouel. Alors le gouel, c'est un produit laitier fermenté traditionnel breton. Oui. C'est une forme de caillé, un peu comme un yaourt. J'ai pas le droit de dire yaourt, mais ça ressemble quand même assez fortement à yaourt, sauf que c'est pas avec des bactéries thermophiles. Et donc c'est pareil, c'était des sciences citoyennes puisqu'on a travaillé au plus près avec des producteurs de gouailles. Donc c'est vraiment une approche particulière. Les toutes premières fois où j'ai travaillé avec Delphine dans le cadre de l'Ainer Bakery, j'avais envie de partir en courant parce que on n'imagine pas derrière les contraintes et puis ça demande une telle remise en cause de nos pratiques, dans nos façons de communiquer aussi, que c'est pas forcément évident, mais une fois qu'on a vu la force de ces approches-là, je pense que c'est soit on accroche complètement, soit on n'aime pas du tout. Mais c'est pas neutre en tout cas comme modalité de fonctionnement. Et du point de vue des citoyens, comment ils le vivent eux? Est-ce qu'ils sont en demande de plus de projets comme ça? Comment ils le perçoivent eux? Alors, comment ils le perçoivent? Bah, là, les citoyens qu'on a recrutés, c'était sur la base du volontariat, dans le cadre de Flying, Oui, j'entends. C'était sur la base du volontariat, donc évidemment, ils étaient demandeurs, et en tout cas, on a du coup, ça demande toute une mise en place pour rendre les résultats de manière très régulière, et puis avec un discours vraiment adapté pour qu'un public non expert puisse comprendre. Et du coup, on a toujours eu des retours hyper positifs. Pour autant, et c'est pour ça que je parlais du cas de Delphine dans le cadre de Bécry, et même dans le cadre du projet Gouel, j'ai eu à faire face des fois à des producteurs, à des paysans boulangers bio, à des petits producteurs de Gouel où quelque part je m'en suis pris plein la tête parce que l'INRA allait voler leurs souches, voler leurs ressources biologiques pour les mettre à disposition des vilains industriels, donc c'est pas forcément évident. Et ça demande énormément, énormément de communication. d'accord. Faut être très, très clair et il faut avoir vraiment une éthique. Enfin, ça demande une éthique très forte. Mais je trouve ça très intéressant parce que on entend de plus en plus dans les médias sur plein de thèmes qu'il y a une séparation de plus en plus grande entre les scientifiques et les gens non scientifiques, qu'il y a un manque de culture scientifique, notamment avec toute la pandémie, on en a beaucoup parlé. Est-ce que pour toi, tu trouves que, par exemple, les citoyens fermenteurs, après le projet, cet écart entre les deux a été diminué? Est-ce que, par exemple, ceux qui au début faisaient pas confiance à l'INRAE, maintenant ont changé d'avis? Est-ce que ça a rapproché ces communautés? Est-ce que ça a permis de mieux expliciter les protocoles scientifiques et notre façon de travailler? Ouais. Bah, en tout cas, sur les trois projets là qu'on vient d'évoquer, oui. Oui, clairement oui. Mais c'est à la fois eux qui ont changé d'avis, enfin qui ont vu, mais c'est aussi nous qui avons changé notre manière de communiquer ou la façon de camper la recherche. Donc je pense qu'il y a eu un pas, en fait, ça a permis de faire un pas l'un vers l'autre. D'accord. Euh, J'aime pas du tout, tu sais, on dit souvent vulgarisation de la science. C'est un terme que Oui. j'aime pas. C'est rendre la science vulgaire. La science, elle n'est pas vulgaire, c'est juste la rendre accessible.
Et je trouve que vulgarisation, j'aime bien le terme médiation des sciences parce que en fait c'est ça, c'est permettre à tout le monde de comprendre ce qu'on fait et ça c'est franchement un truc que je trouve vraiment enthousiasmant parce que au niveau du Covid, enfin sur les communications, on a bien vu il y a eu des gros bugs parce que je pense que la communication était mal faite. Et souvent, les chercheurs se campent dans leur position de chercheurs et ont beaucoup de mal, de mon point de vue, maintenant rétrospectivement. Alors, je suis pas parfaite, je fais plein d'erreurs encore, mais on est souvent dans notre position de chercheur et au-delà de vulgariser notre discours, on se met pas forcément à la place de l'autre ou du non-expert de notre petit domaine parce que nous, on se croit, enfin, on est expert en microbiologie, mais on n'est pas expert finalement face à un physicien, on est comme le citoyen fermenteur face à un biologiste. Donc, Oui, donc je pense qu'on a ouais, on a un gros effort à faire. d'accord. Et je trouve ça très intéressant. Et pour aller plus loin, là, tu dis que ta posture, toi, a changé envers eux, tu communiques différemment envers eux. Et est-ce que maintenant, quand tu communiques avec d'autres membres de la communauté scientifique, d'autres microbiologistes, tout ça, est-ce que de même, tu as aussi changé la façon dont tu communiques avec eux? Est-ce que ça s'est transmis jusqu'à l'ensemble de ta façon de travailler ou pas? Ah oui, c'est chouette, donc je m'étais jamais posé la question comme ça. Je sais pas si ça change ma façon de communiquer avec mes autres collègues. Par contre, je pense que ça a changé ma perception des enjeux, en fait. D'accord. Je sais pas comment t'expliquer. Les enjeux ne paraissent plus les mêmes. Et dans des discussions avec des collègues, là où il y avait des choses qui me paraissaient importantes, c'est pas forcément maintenant les mêmes choses qui me paraissent importantes. Je sais pas comment te dire, mais Ben, dans la façon de ouais. communiquer, peut-être non, mais sur ce qui me paraît vraiment important, sur les enjeux majeurs, sur les choses sur lesquelles je vais moins accepter de bouger, oui, clairement. D'accord. C'est-à-dire que peut-être qu'avant, les enjeux étaient des enjeux très liés à la connaissance et la méthodologie, et que maintenant, c'est plus des enjeux liés en fait, aux pratiques sur le terrain de ceux qui utilisent ce genre de produit. C'est un peu ce type-là de choses, ou non? Sur ça, sur l'éthique et le sens en fait. D'accord. Sur plus sur des notions d'éthique et de sens. Est-ce que finalement, est-ce que c'est si important que ça? Enfin, je sais pas comment dire, c'est très péjoratif, mais plus oui sur des notions de sens. Est-ce que ça finalement, est-ce que ça va avoir un réel intérêt pour quelqu'un, est-ce que ça fait sens? Parce que des fois, je me pose vraiment la question hein, sur ce qu'on fait, mais je pense qu'on se pose tous cette question sur nos recherches. Est-ce qu'elles font toujours sens? C'était une question que je me posais moins systématiquement avant. Oui. Oui, mais ça fait partie des grandes évolutions qu'on voit aujourd'hui dans le milieu de la recherche. Le sens de nos pratiques, de pourquoi on fait ça, devient de Mm. plus en plus présent, et notamment ce qu'on appelle, on va dire, les questions sociétales liées à notre recherche. Pendant Oui, longtemps, c'était un peu des excuses et des mots-clés pour obtenir des financements, alors que maintenant, c'est de plus en plus en fait la vraie question centrale de notre travail. ah, ça, je suis complètement d'accord. Ouais. Avant, je me rappelle, enfin, on avait eu des formations de séminaires quand on était avec Marie-Claude Roland, ça remonte à très loin, mais je pense que le nom va parler à certains. Et je me rappelle quand on était doctorant, et donc elle nous parlait toujours de commencer par le rationnel. C'était ça, il fallait poser, c'était quoi l'enjeu, c'était quoi les intérêts, mais on le faisait quasiment de manière mécanique, Oui, parce qu'il fallait absolument justifier de nos recherches, donc on essayait de trouver un rationnel adapté, et puis on pétait en haut du résumé ou de l'article ou de la thèse et on le déroulait. Je pense que alors ça se fait toujours, hein, on le fait toujours dans certains, on voit bien quand on répond à des appels à projets, il faut mettre le mot-clé ceci, le mot-clé durabilité, le mot-clé open science, faire data. Mais je pense que je, je pense que peut-être qu'on fait un peu plus, enfin je sais pas. En tout cas, maintenant, je le fais pas juste pour répondre à des mots-clés, je le fais juste si ça me paraît alors, pas intéressant, mais
Si derrière c'est juste un mot-clé, ça va, je vais pas aller sur le projet. Par contre, si ça fait vraiment sens, ça va me parler et je vais m'y mettre. Ouais. Je trouve ça très intéressant parce que c'est une évolution que moi je constate et je le constate un peu du côté mauvais élève. C'est-à-dire que moi encore, mon intérêt à moi encore, c'est vraiment l'accumulation de savoir, comprendre des choses compliquées. C'est vraiment, pour l'instant, je suis encore moi dans ma recherche très impliqué d'un point de vue curiosité intellectuelle et je vois autour de moi des gens qui, il y a 10 ans, étaient un peu sur cette optique, être passés sur une optique vraiment d'utilité sociétale, vraiment de qu'est-ce que ça va apporter et quel est le sens qu'on porte. Donc c'est intéressant de voir cette évolution que toi-même tu présentes, quoi. Bon, après, je suis du Ouais, mauvais mais côté de cette évolution, mais je trouve ça vachement intéressant, ouais, cette évolution. je pense qu'il faut les deux. Oui, Je pense qu'on a besoin des deux. Je pense qu'on a besoin des deux. Il y a eu, il y a 4 5 ans, il y avait un mot super à la mode, c'était les fronts de sciences. Il oui, fallait aller sur des fronts de sciences. Ah, ça m'a. Alors, au début, ça m'insupportait. Je supportais pas ce terme de front de sciences parce que moi, clairement, je suis pas sur un front de sciences dans ce que je fais. Je fais beaucoup de caractérisation, c'est assez basique. Et donc, je pense que quelque part, c'était une histoire d'ego. Et puis, ce front de science, ça me gênait parce que finalement, je savais que j'étais pas sur un front de science. Donc, au début, j'avais plutôt une réaction de rejet. Mais maintenant, je me dis qu'on a besoin des deux. On a besoin de personnes qui sont hyper pointues et qui sont sur des fronts de science parce que c'est super important. Faut pas négliger cette partie-là. Surtout dans une recherche publique qui est de moins en moins financée. Donc, il y a de moins en moins les moyens d'aller sur ces fameux fronts de science. Je suis plus du tout jalouse parce que je pense qu'ils sont vraiment clés. Donc, il faut garder ces fronts de science. Et à côté, je pense qu'il faut. Les deux sont pas compatibles et ces fronts de science, ils vont alimenter des recherches qui sont plus ancrées sur des besoins, enfin, des besoins de la société. oui, Et je pense que les deux s'alimentent. Je pense que les fronts de science vont apporter des méthodologies, des techniques, des connaissances nécessaires à nous faire avancer. Et je pense que ceux qui sont plus sur des problématiques qui ne sont pas front de science, mais qui sont très ancrés, très pas, enfin, pratico-pratiques, pragmatiques, vont apporter aussi des aliments pour aller alimenter la réflexion des fronts de science. Donc, au début, je les rejetais, mais je pense qu'on a vraiment besoin des deux. Et je pense que d'accord. les deux, si on se débrouille bien, on peut s'apporter mutuellement. Bah, merci. Maintenant, j'aimerais te poser des questions plus personnelles et je pose un peu toujours les mêmes. Et la première, c'est est-ce que dans tout ça, que ce soit professionnellement ou personnellement, il y a quelque chose que tu aimerais partager avec nous qui t'a rendu particulièrement fier? Euh, alors oui, oui, si, honnêtement, mais on vient d'en parler longuement, c'est le CIRM. D'accord. Le CIRM IA, c'est mon bébé. Je suis arrivée, il n'y avait rien. Et puis j'aime ce que j'ai construit. Alors, je l'ai pas construit toute seule, c'est ça qui est super important. J'aime les personnes avec qui je l'ai construit. C'est vraiment une co-construction avec des Victoria, des Marie-Noël. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'on a fait ensemble. Et le résultat, c'est peut-être à tort, hein, c'est très prétentieux, mais j'en suis très très fière. Et mon autre source de fierté, c'est personnel. Je Oui, suis une amoureuse inconditionnelle de la mer et ça doit être d'avoir transmis cet amour-là à mes 3 enfants. d'accord. Merci. Le pendant un peu plus négatif que j'aime bien parce que je le trouve très instructif, c'est est-ce que tu as vécu durant ta carrière une erreur, un échec, un moment dur qui t'a beaucoup appris et que tu pourrais partager avec nous? Alors, est-ce que j'ai vécu Je vais pas en parler au passé, je vais en parler au présent. D'accord. Il y a un truc qui me chagrine. J'ai eu la chance, dans le cadre de mon travail, d'aller dans plein de pays différents pour aller faire des collectes, pour travailler avec des équipes sur des produits traditionnels à l'étranger. Et j'ai eu une chance incroyable d'aller faire des collectes en Sicile, il y a plus de 10 ans maintenant, pour travailler sur des écosystèmes vraiment particuliers. Donc il y a eu un gros travail de fait, on a ramené les écosystèmes, on les a caractérisés. Et ces résultats, ils sont toujours au fond d'un tiroir. Et tous les ans, je me dis quand est-ce que je les publie, quand est-ce que je les publie. Et tous les ans, j'arrive pas. Il y a toujours quelque chose qui passe en priorité. Et je pense que plus le temps avance et plus ce gros cahier au fond de mon tiroir me fait peur. Et je le vis vraiment comme un échec parce que c'est du gâchis. C'est vraiment du gâchis. Donc, maintenant, dès que j'ai quelque, enfin, quand j'ai des résultats,
Je les valorise tout de suite parce que je sais que si je le fais pas tout de suite, voilà, ça va finir dans un tiroir sous mon dossier. Il s'appelle le dossier Tina et j'ai cette espèce d'épée de Damoclès Ouais, au-dessus de la table tout le temps. Et je me sens pas bien à cause de ça. Et ça, c'est vraiment, moi, je le considère comme un échec. Passer du temps, caractériser des ressources, faire travailler des gens, euh, et ne pas le publier, ça, je le vis vraiment comme un échec. Enfin, d'accord. je vais peut-être y arriver un jour à le publier, mais ça aura été dans la souffrance. Oui, Et c'est dommage. oui, je comprends. Pour revenir vers un aspect plus positif, est-ce que dans ton travail, tu vois quelque chose qui arrive, de nouvelles méthodologies, de nouvelles questions, une évolution de la façon de travailler dans notre recherche, qui te procure beaucoup d'enthousiasme et où tu as envie d'aller, quoi? Euh, Bah, ça va être redondant avec tout ce qu'on a dit. Hmm. L'aspect médiation des sciences, c'est D'accord. quelque chose que rendre accessible. Il y a plein de choses. C'est les Living Labs. Je trouve que c'est quelque chose d'ultra chouette. Faire sortir la science des labos, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Dans le cadre de Flegme, on a fait des choses. Alors ça paraît anodin, mais de travailler avec des écoles, des écoles primaires, avec des élèves, aller les voir, enfin leur expliquer ce que c'est, ça c'est un truc que je trouve, c'est vraiment un truc c'est vraiment un truc qui m'enthousiasme. Les Living Labs, la science, la notion de science ouverte, le fait que l'INRA ait fait l'effort, enfin INRAE, pardon, ait fait l'effort, voilà, d'y consacrer un département, le département de la DIPSO. Oui, Ça donne la mesure, c'est que ça y est, c'est rentré en tout cas, ça a été intégré, que c'était pas juste une activité de quelques huluberlus pour faire des sciences participatives. Donc ça m'intéresse. Et ce que je trouve chouette, le sentiment, c'est que je vois de plus en plus de projets qui se montent, des projets ANR, mais pas que, où enfin on associe des sociologues, on associe des historiens, on associe des économistes. Et je pense vraiment, enfin, ça me branche vraiment. d'accord. Merci. Et une dernière question, c'est une source de, pas une, je m'embrouille moi-même, c'est une recommandation culturelle, quelque chose que tu aurais lu ou vu, que tu as envie de partager avec nous. Euh, si, il y a une super BD qui est sortie. Il y a pas, elle a dû sortir au moment de Noël. Moi, je la trouve vraiment géniale. Je la trouve géniale par la façon dont elle est faite et par le thème qu'elle aborde. C'est Un monde sans fin Oui, de Christophe Blain et Pierre Jancovici. Donc toute la problématique autour des énergies renouvelables et d'un monde décarboné, sur les changements climatiques. Je trouve que la BD est super bien faite. Et puis alors c'est un exemple incroyable de rendre accessible à tous des notions hyper complexes d'économie, de physique, de géophysique, de sociologie. Je la trouve très très bien faite. Donc s'il y a une BD que je recommanderais, c'est celle-là. Alors, on est d'accord ou pas avec Jean-Pierre Jancovici, on est d'accord ou pas avec son approche d'un monde décarboné et ce que ça implique derrière, ou sa position par rapport aux énergies renouvelables, mais je trouve que c'est une très très bonne lecture. d'accord, bah merci. Enfin, si les gens, suite à cette discussion, veulent te contacter pour continuer à discuter avec toi, c'est quoi le moyen le plus efficace? Alors, je suis pas hyper forte sur les réseaux sociaux, sur Twitter, ça j'ai un petit peu de mal, par mail. Par mail, C'est très d'accord. bien. Bon, bah, je rajouterai ton adresse mail. Et ben, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi Thibaut.